Bien le bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau modèle, la Polestar 4, concurrente du Porsche Macan et de l'Audi Q6. Il s'agit d'un SUV coupé qui se distingue notamment par le fait qu'il n'a pas de lunettes arrière, mais ce n'est pas tout. Je vous présente 5 points, puis je vous parle des impressions de conduite. Si ce Polestar 4 veut concurrencer les BMW iX3, Audi Q6 ou Porsche Macan, on peut directement remarquer qu'il est beaucoup plus bas, environ 10 cm par rapport au nouveau Macan électrique. Cela s'explique par un choix particulier qui a dicté le design complet de la voiture. Ce choix, vous le voyez ici, il n'y a plus de lunettes arrière. Et pourquoi? Tout simplement parce que les designers et les techniciens de chez Polestar se sont dit on peut remplacer ça par une caméra aujourd'hui, plutôt qu'une lunette arrière par laquelle on ne voit plus rien. Du coup, ils ont déplacé la structure de sécurité du toit qui se trouve généralement ici, ce qui implique qu'on a pu abaisser le toit puisqu'on dégageait de l'espace pour la tête sans léser les passagers à l'arrière. On verra plus tard que c'est même plutôt le contraire. L'intérêt, c'est cette ligne que vous pouvez constater qui est très typée coupé fastback et qui découle d'un avant déjà lui-même plus sportif que les Polestar 3 ou Polestar 2 que l'on connaît déjà. Si la Polestar 2 adoptait encore les fameuses signatures lumineuses en marteau de Thor, on voit depuis la Polestar 3 et encore plus avec cette Polestar 4 que la nouvelle signature s'en différencie. On retrouvera ça sur tous les modèles où on a déjà vu les esquisses de la Polestar 5, de la Polestar 6. Autre particularité de cette Polestar 4, c'est son nez assez busqué qui lui donne un air assez sportif. Et surtout, dans cette partie principale ici devant, sont cachés les radars et autres senseurs qui aident à la conduite. Bien entendu, cette décision de se passer de lunettes arrière n'a pas qu'une influence sur le design extérieur, mais également sur le design intérieur. Ça permet de libérer pas mal de place, vous voyez ici, parce que l'empattement est très long, presque 3 mètres. Et comme je vous le disais, le décalage du renfort structurel a permis de libérer de la place ici et donc d'abaisser le toit sans perte de volume par rapport à un SUV classique. À l'arrière, on a pas mal de place, même si on aurait aimé avoir un plancher un peu plus bas. Le côté sympa, c'est que vous avez des dossiers qui sont réglables en inclinaison, c'est toujours bien, mais surtout, on peut constater qu'il y a cet effet d'alcôve ici, grâce à l'absence de lunettes et donc de lumière qui vient de là. Ici, on ne peut pas le voir parce qu'il fait très lumineux, mais dans une ambiance un peu plus sombre, le soir ou la nuit, avec l'éclairage ambiant, ça fait vraiment un salon très cocoon, c'est vraiment très particulier et ça va différencier cette voiture de ses concurrentes assurément. Donc bien entendu, on conserve un écran derrière le volant pour les informations de conduite à proprement parler, mais de manière générale, toutes les commandes de la voiture passent par ce grand écran en format paysage. On a l'écran d'accueil qui peut être configuré ici pour avoir privilégié la carte ou non. Autre type de raccourci bien pratique, ceux liés à la voiture et à son fonctionnement. En appuyant sur la petite automobile ici, vous pouvez avoir les raccourcis liés directement à la conduite, entre autres. Donc par exemple ici la manière dont la puissance est délivrée, le feeling de la direction plus ou moins ferme, le niveau de fermeté de la suspension ou le niveau de régénération du freinage. On a également un raccourci pour tout ce qui est assistance avec la possibilité d'activer ou de désactiver le système qui surveille si vous êtes attentif à votre conduite. Ici, rapide, c'est pratique. Désactiver la lecture intelligente et l'alarme intelligente des limitations de vitesse. Tout le monde appréciera, donc en 2 clics c'est fait. On a également la possibilité de régler des détails par rapport à l'extérieur de la voiture, que ce soit l'éclairage en virage, les fonctionnalités d'éclairage ici. Donc vous voyez, on peut éteindre les phares simplement, on confirme. Bien entendu, tout cela demande d'être manipulé avec prudence, étant donné que certains réglages demandent d'aller dans plusieurs menus. Mais de manière générale, on a les raccourcis ici par rapport aux fonctions principales que l'on peut bien entendu configurer via les favoris ici, on peut aller jusqu'à 8 favoris, et tout ce qui est lié à la conduite là. Tout l'essentiel reste quand même relativement facilement accessible. C'est important pour la sécurité et pour éviter de passer son temps le nez sur son écran. Bien entendu, qui dit pas de lunettes arrière et utiliser une caméra demande un rétroviseur intérieur numérique. Ici, c'est donc une image grand angle que l'on a, mais qui est également dynamique, c'est-à-dire que si je fais aller les clignotants, on peut constater que l'affichage s'adapte. Petite chose amusante, concrètement, si j'ouvre le haillon, on voit bien que la caméra est mise sur le toit et non sur le haillon, puisque ça s'ouvre et qu'après, ah tiens, c'est bizarre, on voit par l'arrière. On va refermer et constater que
La visibilité est de manière générale excellente. Je peux vous confirmer qu'en dynamique, c'est vraiment très très bien fait. On s'y fait très rapidement. Et l'avantage, contrairement aux autres rétroviseurs intérieurs numériques, c'est qu'ici, comme il n'y a pas de lunettes arrière, il n'y a pas de reflet. Donc on n'a vraiment que l'image numérique qui apparaît sur le rétroviseur et on n'est jamais perturbé par l'image numérique sur laquelle se superpose le reflet dans le verre. Ça, c'est très bien vu et ça donne toute l'utilité de ce système sans lunettes arrière avec caméra. Nous voici donc à bord de cette Polestar 4, ici dans sa version propulsion, donc un seul moteur, 200 kW, 272 chevaux et 343 Nm, pour une voiture qui fait environ 2 tonnes 2 normalement. Premier élément, vous l'entendez, ou plutôt vous ne l'entendez pas, c'est ce silence à bord. Clairement, la sonorisation a fait l'objet d'un travail minutieux. Nous avons pu tester la voiture sur de nombreuses routes et c'est le même constat partout. Elle est très silencieuse, en dépit des très grandes roues, jusqu'à 22 pouces ici, et des pneus à taille basse qui pourtant ne sont pas favorables à ce type de silence. On notera juste quelques petits bruits de vent quand on dépasse les 120 km/h ici, mais très léger, rien de gênant. C'est juste qu'on les remarque parce qu'il n'y a pas d'autres bruits. Hop, on accélère, on n'entend pas de bruit. C'est ça qui est magique avec les voitures électriques, vous me direz. Mais ce n'est pas le cas dans toutes. Le revêtement n'est pas forcément favorable. C'est un béton légèrement granuleux et malgré ça, les bruits restent donc très limités. L'autre aspect, bien entendu, évident, c'est que cette voiture est extrêmement confortable. En dépit de son poids, en dépit de ses performances et en dépit de ses grandes roues avec des pneus à faible épaisseur, on peut constater que le confort de roulage est vraiment excellent. Dans cette version-ci, il n'y a pas de pack sport dessus, donc la suspension reste quand même relativement souple. En termes de comportement, ça assure un vrai confort, un vrai feutré dans le roulage, quelles que soient les conditions. Même les saillies un peu plus marquées vont être absorbées, on va les sentir bien entendu, mais ça ne va pas être quelque chose de dur qui va vous faire mal. Non, on va juste noter qu'il y a une déformation, une bosse, un trou, mais sans plus. Donc confortable au niveau du châssis, mais également confortable dans la cinématique du poste de conduite. Donc on peut trouver une position de conduite adéquate pour à peu près tous les formats. Je veux dire, il n'y a pas trop de soucis. Le fait que le toit soit plus bas par rapport à ses concurrents directs qui sont des SUV plus classiques ne pose pas de problème en termes de garde au toit. Vous voyez ici, j'ai encore de la marge, alors que bon, je fais mon petit 1m80 et il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc tout le monde pourra y trouver son compte. La visibilité est plutôt excellente, ce qui n'est pas toujours le cas. L'ergonomie du poste, vous voyez, on tombe bien, tout tombe au bon niveau, etc. C'est très bien. Mention spéciale pour la visibilité sur le petit écran d'instrumentation qui lui aussi est très lisible. C'est l'avantage chez Polestar, c'est ce choix de travailler avec des schémas de couleurs qui sont optimisés pour la lisibilité, c'est-à-dire du noir, du blanc, de l'orange principalement, un peu de gris éventuellement. Donc ça c'est pas mal du tout. De manière générale, la conduite est également assez relaxante. Les aides électroniques par contre ne fonctionnent pas toujours comme on le voudrait. Le système de maintien en ligne va avoir tendance à zigzaguer un petit peu entre les lignes avant de trouver son centrage. Il est très interventionniste, c'est-à-dire que quand vous allez aborder une courbe, il va vous empêcher au départ de donner le mouvement dans le volant. Il va falloir forcer un petit peu, donc du coup vous forcez un petit peu trop et le mouvement est trop brusque. Donc là ça manque encore un petit peu de calibrage. Maintenant on est toujours à bord de modèles qui sont dits de pré-production. Donc tout ce qui est réglage des aides à la sécurité, à la conduite ou de l'électronique ne sont pas encore optimaux. C'est pour ça que je ne rentre pas dans le détail du fonctionnement des menus. Juste savoir deux choses. La première, c'est qu'on a accès à des raccourcis ici. Par exemple, ici c'est le niveau de récupération au freinage. Hop, on sent que c'est plus fort. Simplement. On a l'accès au maintien de voie très rapidement. Le réglage ici concrètement. Hop, voilà, la voiture tourne toute seule, c'est très bien. On a la possibilité de régler le head-up display, ce genre de choses-là. Maintenant, le mieux est quand même de le faire quand on est à l'arrêt. Mais chose importante ici surtout, quand on est ici dans Drive et dans Shortcuts, vous avez différents raccourcis qui peuvent être configurés et ça c'est très utile de manière générale. C'est quand même très pratique. Revenons sur l'écran principal, s'il veut bien. C'est un modèle de pré-production, donc des fois ça ne fonctionne pas comme on le voudrait. Le gros avantage, c'est ce bouton-ci.
qui permet d'activer ou de désactiver d'un seul clic le système de surveillance des panneaux et des limitations de vitesse. Ça, clairement, c'est une obligation légale en Europe. Ça se réactive à chaque fois qu'on redémarre la voiture. C'est horripilant, mais au moins ici, ils ont pensé à quelque chose qui permet de le désactiver facilement. J'ai testé tout à l'heure les places arrière. Elles offrent un très très bon confort. On notera juste un petit peu, comme je vous le disais tout à l'heure précédemment dans la vidéo, le manque de marge pour pouvoir mettre ses pieds un peu bas. Donc on a les pieds un peu hauts, on n'a pas les cuisses qui reposent bien, donc ça peut être un peu gênant pour certains. Par contre, le confort est royal, l'habitabilité de manière générale est très généreuse et ce côté alcôve est très sympathique. Ici, on est sur une route avec de belles grandes courbes et on va pouvoir constater qu'elle enfile les courbes avec une facilité déconcertante. Il y a une légère mise en appui qu'on ressent à peine, quel que soit le mode sélectionné, et qui va permettre de sentir la voiture. Parce que ça, par contre, c'est un élément important. Cette voiture est lourde, elle est électrique, elle ne fait pas de bruit, donc on n'a pas de repère auditif sur son rythme de conduite et sur le fonctionnement de la voiture. Donc je vous avouerai très honnêtement, tout à l'heure on était sur une route beaucoup plus sinueuse, une petite route à flanc de montagne, et clairement les deux premiers freinages, on peut se faire surprendre parce qu'on ne se rend pas compte de la vitesse de la voiture, et par contre on se rend très vite compte de l'inertie qu'il y a en raison du poids important. Dans ce cas-là, l'avantage c'est que la voiture répond très bien, les freins sont faciles à doser, la direction est précise, à défaut d'informer, elle transfère bien ce qu'on lui impute. On aurait aimé un peu plus de remontée d'informations, mais bon, ici elle n'est pas dans le réglage le plus ferme, bien entendu. Ici, on va mettre sur Drive. Concrètement, vous avez les différentes. Vous voyez, il est en standard. Si on le met en mode firm, clairement, là par contre, on a une direction qui offre plus de rendu, plus de sensations. Ça n'est pas encore une vraie sportive pour autant, on s'entend bien, mais il y a de quoi s'amuser sur des routes plus sinueuses sans problème parce qu'on saura ce qu'on fait avec les roues. Le seul problème, c'est de nouveau, c'est cette masse qui est importante et qui va avoir tendance à faire chauffer les pneus avant très très vite sur une route très sinueuse et donc à gâcher un peu le plaisir. L'autre aspect, c'est qu'au vu du poids, même si on dispose de 272 chevaux ici sur cette version à un moteur, les accélérations ne vont pas être démentes et si vous êtes adepte des glissades et autres dérobades du train arrière, vous serez un peu déçu parce que clairement la voiture ne le propose pas. Même en mode sport avec l'ESP censé être désactivé, on sent bien que l'électronique veille au grain et que les pertes de motricité ne sont pas de son goût. Donc ici, on est vraiment dans une voiture avec une philosophie plus GT que sportive. C'est peut-être un verdict différent qui émanera d'un essai de la version à deux moteurs, qui elle concrètement passe de 272 chevaux à 544 chevaux et 686 Nm. Donc là, on est directement dans une dynamique très différente, avec des performances très différentes, 0 à 100 largement en dessous de 4 secondes, 3 secondes 8 si mes souvenirs sont bons, tandis qu'ici, on est en 0 à 100 à 7 secondes 1. Dans les grandes courbes rapides, cette Polestar 4 est parfaitement à son aise. Elle se place bien sur ses appuis, maintient son cap sans pomper, elle adore ça. Merci l'empattement de 2999 mm, 2999 mm pour nos amis français qui nous regardent. Clairement, ça joue énormément, le centre de gravité est très bas et la hauteur générale de la voiture qui est moindre qu'un SUV classique contribue bien entendu à cette stabilité et cette aisance dans les grandes courbes, mais également dans les routes plus sinueuses, forcément ça lui permet d'être plus réactive. Et voilà pour cet essai du Polestar 4. J'espère que vous aurez apprécié. Pour toutes les infos techniques, les prix, etc., si vous ne vous en souvenez pas, vous pouvez consulter notre site www.monitorautomobile.be. Abonnez-vous et activez les notifications. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.